Bon, bah, merci beaucoup pour votre invitation. Je vais vous présenter l'essai qui a comparé les effets de la standard dose prophylactique, high dose prophylactique et thérapeutique anticoagulation in patients with hypoxemic COVID-19 pneumonia et ses résultats qui ont été publiés en mars 2023. Donc moi je travaille, à l'époque je travaillais donc à la PHP en soins intensifs à l'hôpital Tenon et désormais à l'hôpital universitaire d'Erasme à Bruxelles, en Belgique. Mais il y a un intérêt en rapport avec la présentation, c'est donc Léo Pharma qui a financé l'étude. Alors tout d'abord, je voudrais remercier les patients qui ont accepté de se prêter à la recherche, de consenti, les patients et les familles. Évidemment, les équipes soignantes qui ont joué le jeu à fond de cette randomisation dans un contexte particulièrement difficile qu'on connaît tous. Le professeur Armand Méconceau des SAP, qui est le directeur scientifique de l'étude, et le chef de service actuel des soins intensifs, médecine intensive réanimation de Mondor. Et on a vraiment travaillé complètement en binôme à toutes les étapes de l'EC et de l'essai. Et d'abord, moi, ça m'a beaucoup appris. Et puis, je pense qu'on a vraiment une relation de binôme extrêmement forte. Évidemment, le promoteur APHP. Et vraiment, je tiens à dire que ça a été une rencontre pour moi étonnante, à quel point le chef de projet était réactif, motivé, comprenant les enjeux, etc. Et donc ça a été vraiment extrêmement important d'avoir la promotion à PHP et l'énergie. Le financeur, sans quoi l'étude n'aurait pas eu lieu, donc Léo Pharma, qui industrialise la tinzaparine. Et donc vraiment un grand merci. Je crois que Kamel Major nous écoute présentement. L'URC Mondor, avec Samia Baloul et Yasmina Moussaoui, et puis Étienne Oduro, statistique, qui a vraiment fait un travail incroyable, et enfin tous les investigateurs, le groupe Carmas, et puis un mot pour le premier investigateur qui a inclus au CH d'Argenteuil 50 patients, Damien Contou, merci beaucoup. Cela étant dit, je vais rapidement rappeler le rationnel de l'étude. Le SARS-CoV-2, comme vous savez bien, est responsable d'une véritable coagulopathie, à la fois au niveau de la macrovascularisation, veineuse et artérielle, et puis au niveau de la microvascularisation. Alors, en termes d'atteinte thrombotique de la microvascularisation, très tôt, dès les premières vagues, il y a eu des séries autopsiques qui ont montré cette atteinte microthrombotique, dont la plus connue est probablement celle publiée dans le New England Journal of Medicine de Ackerman, qui montre la présence de microthrombie au niveau des septa interalvéolaires des patients décédés de la Covid-19, avec une prévalence 9 fois plus importante en comparaison avec les patients décédés de la grippe. Et puis, il y a également une atteinte de la macrovascularisation avec très vite, là aussi, un certain nombre de data observationnels qui ont rapporté une incidence de 10 à 30%, près de 1 patient sur 3 qui présentait une thrombose macrovasculaire avec donc des taux extrêmement variables en fonction de la gravité du patient, qu'il soit en non-ICU ou en ICU. Et puis, ici, en fonction du screening, puisque évidemment, ça c'est tout à fait logique, plus on cherche l'embolie pulmonaire, la thrombose artérielle pulmonaire, et bien plus ici, plus on la trouve. Et donc, c'est dépendant à la fois de la gravité du patient et puis évidemment du screening, des angio-TDM réalisés. Et puis, un concept assez important dans la réalisation de cette étude, c'est que le temps, la durée entre la survenue des symptômes et l'hospitalisation est un facteur indépendamment associé à la survenue d'une thrombose artérielle pulmonaire, si bien que plus ce temps est élevé, évidemment, plus on a de risques de formation d'une thrombose artérielle pulmonaire. Sous-entendu qu'il est indispensable, si on veut étudier l'impact d'une escalade de dose en prévention de la macrothrombose, d'une part, de réaliser un angio-TDM excluant la thrombose artérielle pulmonaire avant la randomisation, et d'autre part, de réaliser un screening extrêmement intense, le plus intense possible de ces patients.
Et donc, en regard de ces thromboses, de la microvascularisation et de la macrovascularisation, très vite, un certain nombre de sociétés, d'institutions, eh bien, ont conseillé, ont recommandé eh bien, une escalade de doses d'anticoagulation, c'est-à-dire en comparaison à la standard dose anticoagulation, une dose high dose prophylactique anticoagulation, une double dose standard, ou même une anticoagulation à dose thérapeutique curative, soit de façon empirique, soit drivée par le BMI, les dédimères. Tout ceci avec un double objectif, vous l'avez compris, eh bien, d'une part, de prévenir la dysfonction microcirculatoire pulmonaire et multi-organes, avec, in fine, l'objectif de réduire la durée de la maladie et la mortalité. Et puis un second objectif de prévenir la thrombose macrovasculaire, artérielle, veineuse, avec là comme objectif de diminuer le net clinical outcome, qui est le critère composite associant thrombose, saignement et décès, c'est-à-dire qu'un patient qui aurait la meilleure des stratégies, eh bien, n'aurait pas de thrombose, ne saignerait pas et serait vivant à l'issue de la prise en charge. Alors, au moment où on a réalisé donc le design, et puis pendant les inclusions, sont parus un certain nombre d'essais sur la question, tous avec un certain nombre de limites, et c'est sur ces limites que nous avons construit l'essai anti-Covid. Et je vais donc à la fois présenter ces quelques études et leurs limites. Alors la première étude, c'est REMAP-CAP, un essai international, multi-plateforme, eh bien, qui a comparé la dose thérapeutique à un mix standard dose et high dose prophylactique, avec comme critère principal le nombre de jours en vie sans dysfonction d'organes à J14, autrement dit, plutôt l'étude là de la dysfonction microvasculaire, et n'a pas montré de différence entre ces deux stratégies. La première, la limite, vous l'aurez compris, c'est que dans le groupe contrôle, c'est un mix entre la standard dose et high dose qui est laissé à l'appréciation du clinicien en charge du patient. En termes de prévention de la macrovascularisation, il y a Scholzberg qui a fait une méta-analyse de ces trois études, donc l'essai REMAP-CAP, ESA-COVID et puis EP-COVID, et qui a montré, en comparant toujours la dose thérapeutique à un mix entre standard et high dose, d'une part, une prévention du risque de thrombose, notamment veineuse, avec une tendance au surrisque hémorragique, mais non significative. Là, les limites étaient d'une part que dans aucune de ces études, il n'y avait un angio-TDM initial qui permettait d'exclure la thrombose artérielle pulmonaire avant même l'escalade de dose. Il y avait dans le groupe contrôle toujours un mixte entre standard et high dose, qui ne permettait pas donc de comparer 2 à 2 ces trois stratégies. Et puis, il n'y avait pas non plus l'exclusion de patients dont on sait qu'ils ont un surrisque hémorragique, notamment en réanimation, les patients insuffisants rénaux et les patients obèses, où le maniement des héparines peuvent être particulièrement difficiles. Et puis enfin, cette étude, l'étude l'essai Inspiration, là qui a comparé de façon assez propre la high dose prophylactique et standard dose prophylactique en regard de la prévention du risque thrombotique macrovasculaire, et qui n'a montré aucune différence entre ces deux stratégies. À la limite importante, qu'il n'y avait que très peu de patients pour lesquels un angio-TDM avait été réalisé lors donc du suivi du patient, réalisé chez moins de 5% des patients, si bien que l'incidence de la thrombose dans cet essai était bien inférieure aux chiffres que nous connaissions à l'époque. Et donc, en regard de ces quatre grandes limites de la littérature existante, c'est-à-dire jamais d'angio-TDM avant la randomisation, un groupe contrôle souvent qui mixe le standard dose et l'high dose, un faible screening à la recherche de thrombose artérielle pulmonaire post-randomisation, et puis l'inclusion potentielle de patients à risque élevé hémorragique, nous avons donc designé l'essai anti-Covid qui a été publié donc, dans JAMA Internal Medicine en mars 2023. Et donc, comme je disais, chaque patient préalablement à la randomisation ont eu un scanner à la recherche d'une thrombose artérielle pulmonaire. En l'absence de thrombose artérielle pulmonaire, ils étaient randomisés entre soit la standard dose prophylactique anticoagulation, 14 jours, high dose prophylactique 14 jours, ou thérapeutique anticoagulation 14 jours, avec comme hypothèse
que la thérapeutique anticoagulation et la high dose permettaient une diminution de la mortalité et ou de la durée de la maladie, comparée avec la standard dose, et que la thérapeutique, l'anticoagulation thérapeutique était supérieure à l'high dose préventif anticoagulation. Alors, en hypothèse pour le calcul d'effectif, nous avons pris les hypothèses suivantes. La mortalité à J28 de 24%, 21% et 18% dans la standard dose, high dose et thérapeutique dose, respectivement. Nous avons fait comme hypothèse pour la durée d'amélioration clinique de 16 jours, 14 jours et 12 jours pour la standard dose, high dose et thérapeutique dose, respectivement. Et donc pour une puissance supérieure ou égale à 80% et un two-sided risque alpha de 0,017, eh bien, il fallait inclure 300 patients, soit 100 patients dans chaque groupe. En considérant que nous allions avoir environ 15% des angio-TDM positifs, des patients inclus, et donc qui ne permettaient pas la randomisation de ces patients, nous avons donc nous avons eu donc besoin d'inclure 353 patients, tout ceci pour pouvoir randomiser au final 300 patients. Donc voilà le schéma d'étude. Nous avons donc inclus les patients présentant une pneumonie SARS-CoV-2 hypoxémique qui était définie par un WHOOS-call supérieur ou égal à 5, c'est-à-dire globalement au moins un support par oxygène nasal ou plus. Nous avons exclu les patients qui avaient un délai d'admission à l'hôpital supérieur à 72 heures ou un délai d'admission en ICU supérieur à 72 heures, les poids extrêmes supérieurs à 100 kg ou inférieurs à 40 kg, les patients qui présentaient une insuffisance rénale avec une cléarance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute, les patients évidemment qui avaient une indication clinique ou une contre-indication à l'anticoagulation à dose thérapeutique, et puis les patients qui présentaient une oxygénothérapie à longue durée. Nous avons donc réalisé un scanner, un angio-TDM initial, et chez les patients qui ne présentaient pas de thrombose artérielle pulmonaire, randomisés avec un ratio 1-1-1, stratifiés sur la ventilation mécanique, le BMI et les dédimères, soit la stratégie standard dose, 14 jours, high dose 14 jours, ou thérapeutique dose 14 jours, avec donc comme critère principal d'évaluation AJ28, un critère hiérarchique qui est associé en 1 un critère dur, la mortalité de toutes causes confondues, puis en 2, si jamais les patients ne se départageaient pas sur cette mortalité, eh bien, en 2, le temps d'amélioration clinique qui était défini par la diminution de 2 points sur une échelle simplifiée à 7 points dérivée de l'échelle de l'OMS, qui allant de 7 pour les patients au final décédés, 6 pour les patients qui ont une ventilation mécanique ECMO ou les deux, 5 pour de l'oxygénothérapie haut débit ou ventilation non invasive ou les deux, 4 uniquement de l'oxygène, 3 sevrés de l'oxygène, et puis 1 et 2, sortie d'hospitalisation. Et puis le second critère d'évaluation était le Net Clinical Outcome, composite de thrombose, saignement et décès. Alors les interventions, donc je l'ai déjà dit, sur 14 jours, SD, donc standard dose, high dose et thérapeutique dose, en privilégiant les héparines, donc les HBPM par tinzaparine, pour une dose par jour, à la dose, dans la standard dose, à 3500 unités ou 4000 unités par 24 heures. L'high dose, c'était la double standard dose, 7000 unités, et thérapeutique dose, 175 unités par kilo par 24 heures. En cas d'indisponibilité de la tinzaparine, on pouvait utiliser l'enoxaparine. Également, l'héparine non fractionnée était tout à fait utilisable en cas de surrisque hémorragique, notamment chez les patients qui présentaient une insuffisance rénale après la randomisation ou les patients pour lesquels des gestes invasifs à haut risque hémorragique allaient être réalisés. Voici le flowchart. Donc, 1142 patients ont été analysés pour éligibilité. Les critères d'exclusion essentiels étaient les poids extrêmes, les délais d'admission, et puis l'indication à une anticoagulation à dose curative, et enfin la présence d'une insuffisance rénale avec une cléarance inférieure à 30 ml. Au final, 353 patients ont été donc inclus, 14 non randomisés, sur ces 14, 13 avaient une thrombose artérielle pulmonaire, 1 n'a pas eu d'angio-TDM pulmonaire, et au final, 339 patients randomisés, 116 dans le standard,
111 dans l'high dose et 112 dans le thérapeutique dose. 5 patients n'ont pas accepté de poursuivre donc le consentement initial et puis un patient a été inclus à tort, n'avait pas les critères d'inclusion, et donc au total, en analyse en intention de traiter, 114 patients ont été inclus dans le bras standard dose, 110 dans le bras high dose et 110 dans le bras thérapeutique dose. Les caractéristiques de base étaient similaires entre les trois groupes, avec globalement des patients âgés de 58 ans, sévèrement hypoxémiques, puisque la PO2 sur FiO2, le ratio était aux alentours de 110, de façon tout à fait comparable entre les trois groupes. Sur les baselines caractéristiques, je passe un petit peu vite à la prise en charge, et notamment à la prise en charge par glucocorticoïdes, qui était donc présente chez 90% des patients et similaire dans les trois groupes. C'était essentiellement des patients sévères, donc hospitalisés à la randomisation en unité de soins intensifs pour 90% des patients. Et 60% d'entre eux étaient sous oxygénothérapie à haut débit. Donc voici maintenant les résultats sur le primary outcome. Il n'y avait aucune différence lorsqu'on comparait ces trois stratégies 2 à 2 sur le critère hiérarchique principal, avec donc une probabilité d'événements plus favorables de 47% quand on comparait high dose versus standard dose, et l'intervalle de confiance contenant le 50%, 51% en comparant thérapeutique versus standard dose et 53% thérapeutique versus high dose. Quand on regardait les éléments individuels de ce critère hiérarchique, il n'y avait là non plus aucune différence au niveau de la mortalité toute cause entre les trois stratégies. Vous voyez, 14%, 12%, 13%. Et le temps d'amélioration clinique était similaire également entre les trois groupes, 8 jours, 9 jours, 8 jours. Concernant le net clinical outcome, là, nous avons eu un résultat positif, à savoir que donc sur cette figure, nous avons la courbe en pointillé qui représente les patients standard dose, un groupe en tiré qui représente les patients en thérapeutique dose et un groupe plein qui représente les patients high dose. Et bien, l'high dose permettait une diminution significative avec un petit p à 0,01 du net clinical outcome en comparaison avec la standard dose ici en pointillé. Cette diminution du net clinical outcome était essentiellement due, ou tout à fait totalement due, à une diminution du risque par 4 du risque thrombotique, avec ici donc une franche diminution de ce risque thrombotique chez les patients high dose et thérapeutique dose versus standard dose, sans aucune majoration du risque de saignement, et avec également une similitude en termes de risque de décès, avec là aussi aucun effet bénéfique d'augmenter la dose à la thérapeutique dose. Une représentation différente visuelle avec le diagramme de Venn qui permet de montrer là, entre la standard high dose et thérapeutique dose, eh bien, une diminution nette du risque thrombotique, ici en bleu, de donc 15 patients dans le groupe standard dose à donc 5 dans le groupe high dose et 6 dans le groupe high dose et 6 patients dans le groupe thérapeutique dose. Lorsque l'on zoome sur ce risque thrombotique, donc nous voyons eh bien, un taux de 20% dans standard dose versus 5% et 5% dans l'high dose et thérapeutique dose, avec essentiellement des événements thrombotiques artériels pulmonaires. Vous voyez, 13% versus 3%, 3%, et une majorité des thromboses artérielles pulmonaires étaient lobaires ou tronculaires. Alors, un fort risque, puisque l'essai était en ouvert, était la survenue d'un biais de détection, autrement dit que
eh bien, les patients en standard dose auraient pu éventuellement bénéficier d'un plus grand nombre d'angio-TDM par crainte des investigateurs. Et donc, plus d'angio-TDM, donc plus de thrombose artérielle pulmonaire décelée. Cependant, ce risque de biais de détection est relativement faible, étant donné les résultats que je vous montre ici, avec donc un zoom sur le screening effectué chez les patients. Donc, chez 21% des patients, 21% des patients ont bénéficié d'un angio-TDM. Ici, en fonction donc du groupe standard dose, high dose, thérapeutique dose, le nombre d'angio-TDM, en bleu les angio-TDM sans thrombose artérielle pulmonaire et en rouge les angio-TDM avec thrombose artérielle pulmonaire. Et on voit que le taux de positivité des angio-TDM était significativement bien plus élevé dans le groupe standard dose que dans le groupe high dose et thérapeutique dose, alors même que le taux d'angio-TDM négatif était similaire entre les trois groupes. Si bien que cette limite possible de biais de détection est assez peu probable dans l'essai anti-Covid. Et puis, en termes de limites, évidemment, un des résultats principaux est le résultat sur le clinical net bénéfice, c'est-à-dire la diminution du risque de net clinical outcome associant thrombose, hémorragie et décès. Et effectivement, il n'y a pas eu de calcul d'effectif pour détecter cet effet. Et puis, la majorité des patients ont présenté donc au moment de ces inclusions-là le variant Delta, contrairement aux différents essais qui ont débuté dès la première, deuxième vague. Et ça peut potentiellement expliquer une mortalité plus basse que celle que nous avions attendue initialement. Et ça a pu impacter nos résultats. Donc en conclusion, chez les patients donc, qui présentent une pneumonie hypoxémique Covid-19 et qui ne présentent pas à l'angio-TDM initial une thrombose artérielle pulmonaire, l'high dose où ni l'high dose ni la thérapeutique dose permettent d'améliorer le critère principal d'efficacité qui donc allié à la fois le décès puis le temps d'amélioration clinique lorsque l'on compare ces deux stratégies d'escalade de dose à la dose standard. Cependant, l'high dose permet le meilleur bénéfice net, et cela drivé par une réduction d'un facteur 4 de la thrombose de novo, principalement les thromboses artérielles pulmonaires, comparé au groupe standard dose, avec aucune majoration du risque hémorragique. Et enfin, troisième élément important de la conclusion, la thérapeutique dose n'apporte aucun bénéfice additionnel en comparaison à l'high dose. Alors, après nos résultats sont parus les résultats de Covidose, qui a un essai français et qui a comparé sur la macrovascularisation. Le critère principal était la thrombose veineuse symptomatique à J28. Eh bien, l'efficacité d'une escalade de dose qui était là ajustée sur le poids, correspondant donc en fonction du poids à 2/3 à 100% d'une dose d'anticoagulation curative, versus une dose fixe qui était chez les patients de salle, la standard dose, et chez les patients en ICU, l'high dose. Alors, cet essai a essentiellement été réalisé en salle, en salle conventionnelle. Cependant, des effectifs similaires aux nôtres en ICU. Et donc, l'essai est tout à fait négatif. Aucune différence en termes de survenue de la thrombose à J28 entre ces deux stratégies, environ avec donc 4 patients sur 90 et 4 sur 94. Mais on voit bien ici que finalement, ce sont des résultats tout à fait similaires aux nôtres. Si l'on considère le groupe proche de l'anticoagulation curative, le groupe expérimental, environ 5%, et le groupe high dose, qui était également dans notre essai à 5% de taux de thrombose veineuse. Et donc, finalement, on peut, à la lumière de ces résultats, montrer qu'une escalade de dose, du moins par high dose, par la prophylaxie forte dose,
eh bien, permet de réduire la macrothrombose essentiellement au niveau veineuse, beaucoup moins au niveau artériel, avec probablement très peu d'effet sur la microthrombose. Cette microthrombose, dont on va dire la participation à la physiopathologie de la Covid-19 a possiblement été peut-être surestimée du début de cette pandémie. Quoi qu'il en soit, en conclusion, l'essai anti-Covid promet l'utilisation chez les patients présentant une pneumonie hypoxémique sévère à SARS-CoV-2, l'utilisation de la high dose prophylactic anticoagulation qui demeure la dose efficace, la plus faible, sans aucun avantage à utiliser une dose plus forte par anticoagulation à dose curative. Je vous remercie pour votre attention et je suis tout à fait disponible pour vos différentes questions. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation détaillée. J'avais juste une toute petite question pour revenir un peu en arrière sur les critères d'exclusion pour des patients dont les délais d'admission sont supérieurs à 72 heures. Finalement, quel était le motif scientifique derrière de choisir d'exclure cette catégorie de patients-là? Bah, on a vu que plus les délais étaient importants entre la survenue des symptômes et l'hospitalisation, globalement la prise en charge, plus l'incidence était forte de thrombose veineuse. Donc l'objectif, c'est tout de même d'essayer de prendre en charge le plus précocement patient, le plus précocement possible le patient. En termes, si notre objectif, c'est de prévenir la macrothrombose, l'objectif au départ était également de prévenir la formation de la microthrombose et de la dysfonction microvasculaire multi-organes. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de ne pas prendre en charge un patient qui est déjà très très évolué, très sévère et dont probablement la thrombose est déjà instituée. Et dans ce cas, il ne reste plus qu'à vous remercier chaleureusement pour cette intervention qui sera donc, je le rappelle, aussi enregistrée et consultable en replay. On fait les montages assez rapidement, donc là, ces prochains jours, en début de semaine prochaine au plus tard, vous aurez le lien pour pouvoir revisionner les deux présentations du docteur Lavie et du docteur Giraud. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.